Retour des vidéos sur les serial killers. Aujourd'hui, on fait dans le très classique, j'appelle à la barre un tueur explosif, j'ai nommé Una Bomber, notre serial poseur de bombes. C'est assez rare comme mode opératoire et vous allez voir que ça va être passionnant. Theodor Kaczynski était anarchiste, terroriste et génie des maths. Oui, on peut être tout ça à la fois. Il savait compter 2 par 2, lasser ses chaussures et en plus faire des explosifs, alors qu'à l'époque, il n'y avait même pas de tuto sur YouTube. Ne nous moquons pas trop parce qu'on parle quand même de 16 bombes en 18 ans, 3 morts et 26 blessés. C'est une histoire assez exceptionnelle qui peut encore faire écho dans notre société capitaliste actuellement sur le déclin de la nature que le tueur a tenté de combattre à sa manière. Alors à choisir, vous pouvez réduire votre consommation de viande ou arrêter de prendre l'avion plutôt que de poser des bombes. Rien d'exceptionnel dans l'enfance de Théodore, qui est issu d'une famille d'immigrés polonais. Son père est ouvrier et il s'appelle aussi Théodore. Je ne vais pas vous faire la blague à chaque fois sur le manque d'originalité des parents qui appellent leurs enfants comme eux, mais j'en pense pas moins. Vous en pensez quoi, Alexandre I et Alexandre II? Par contre, je vais le surnommer Théo, ça fera un peu plus moderne et dynamique, comme ça on n'aura pas le temps de s'endormir. Hein Théodore? Il y a du jeu de mots là, hein. Et sinon, en tant qu'enfant, ça va être quelqu'un d'assez réservé, timide et peu sociable. Oui, je sais que ça veut dire la même chose, mais c'est pas vous qui écrivez le texte. Il va jouer du trombone dans la fanfare du lycée et il va s'inscrire dans différents clubs, le club de maths, logique vu qu'il est fan, mais aussi d'allemand et de biologie. Le mec a un emploi du temps de ministre. Contrairement à ce que son prénom pourrait laisser supposer, il ne passe pas son temps à dormir en classe. Allez, promis, j'arrête avec ce jeu de mots. Théo est surdoué, il saute 2 classes. Ça va, moi aussi j'ai sauté le CE1, j'en fais pas toute une histoire. Lui par contre va être diplômé d'Harvard. Et pour ça, respect, parce que je suis pas sûr que mon diplôme de l'université Stendhal vaille grand chose à côté. Sa thèse va être récompensée et il finit quand même à 25 ans par être docteur en mathématiques. Car oui, même les chiffres et les fractions peuvent tomber malades. C'est pas ma meilleure, mais on la garde. Théo est un bon prof de maths qui est impliqué et passionné, mais il va finir par démissionner car il a du mal dans les interactions sociales et il va partir vivre dans le Montana en 71 où il construit sa cabane pour vivre en ermite et survivre en pleine nature. C'est comme dans Koh-Lanta, sauf qu'il n'y a pas Denis Brognard et il n'y a pas 100 000 € à la clé. Autant te dire qu'à mes yeux, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ah! Il vit sans eau courante et sans électricité et il met des pièges autour de chez lui pour éloigner les curieux. Aujourd'hui, quand on parle de sobriété énergétique, eh bien, force est de constater que Théodore, il était en plein dedans 40 ans avant nous. C'est un véritable précurseur. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Il vit de petits boulots et il peut aussi compter sur le soutien de sa famille, mais ce qui va commencer à alimenter sa haine de la société, c'est qu'il va voir autour de sa cabane la nature être dégradée par l'homme. On a des arbres qui sont abattus et des routes qui sont construites, et lui, il veut lutter contre ça. Il est obsédé par le bois et on va parfois retrouver de l'écorce ou des branches dans certains colis piégés qu'il va fabriquer. Et on a certaines de ses victimes qui s'appellent Percy Wood et Leroy Wood, et Wood qui veut dire bois en anglais, je le rappelle. Elijah Wood a eu chaud. Heureusement qu'il y avait Gandalf pour le protéger. En 95, il va aussi tuer Gilbert Murray, qui est le président du lobby des forêts de Californie, parce que justement, il proteste contre la déforestation et la gestion industrielle des forêts. Allez, reprenons le fil de notre histoire. Il ne faut pas que je vous spoile trop par avance. Enfin bon, c'est pas non plus Game of Thrones, cette vidéo. Entre le moment où Théo s'installe dans sa cabane et le moment où il va commencer à frapper, il faut attendre 7 ans pour le voir envoyer sa première bombe. C'est un colis piégé qu'il envoie à un professeur d'université où Théo a fait apparaître le nom et l'adresse de sa victime comme information pour renvoyer le colis si on n'arrive pas à le remettre au destinataire d'origine. Je ne sais pas si mes explications sont très claires, mais le mec est intelligent. Il sort d'Harvard, donc faut qu'on avance et qu'on arrive à le suivre. Donc il n'y avait pas vraiment de destinataire, le but c'était que le colis revienne à ce fameux professeur, sauf que le prof, il est prof justement, il est pas con, et quand il voit arriver le colis, il sait très bien que c'est pas lui qui a posté ce paquet. Et donc il va l'emmener à la police, et le policier qui va l'ouvrir va avoir des blessures assez légères suite à l'explosion. En fait, notre criminel va cibler 2 secteurs principaux, le monde universitaire et le monde aérien, d'où le surnom qu'on va lui trouver de Una Bomber, UN pour université, A pour aérien, et Bomber, ça coule de source. Le 15 novembre 1979, on va charger dans la soute d'un Boeing un colis piégé. Le mécanisme est caché dans une boîte de jus de fruits, c'est un procédé amateur,
Et il faut savoir qu'au départ, les premières tentatives, c'est un peu du bricolage. Mais au moins, il fait du recyclage, c'est écolo, c'est beau. Ça a beau être amateur, en même temps, il cible des choses qui sont symboliques pour lui et il ne laisse pas d'indices derrière lui. Pour le vol 444 en question, la pression qui va monter dans la soute à mesure qu'on prend de l'altitude, eh bien ça va déclencher l'explosion, mais ça va juste faire un dégagement de fumée sans causer de dégâts. Faudra quand même procéder à un atterrissage en urgence et le FBI va commencer à s'intéresser à cette affaire, car si la bombe avait bien fonctionné, l'attentat aurait pu être terrible. Le président de United Airlines sera ensuite ciblé un an après avec un explosif qui est caché dans un livre vide. En même temps, quelle idée de vouloir ouvrir un livre. Normalement, c'est pour faire joli, pour faire de la décoration comme derrière moi. J'en ai lu aucun. Au fur et à mesure des essais et des années, les bombes deviennent plus complexes et plus performantes. En 85, John Hauser, un étudiant diplômé de Berkeley, perd 4 doigts et la vue d'un œil dans une explosion. On a ensuite Hugh Scruton, qui est le propriétaire d'un magasin d'informatique, qui est tué par les clous et les éclats qui sont projetés par la bombe qui avait été déposée sur sa place de parking. Après, ce genre de procédé, c'est toujours risqué parce que tu n'es jamais sûr à 100% que c'est la bonne personne qui va toucher la bombe. En tout cas, à ce moment-là, quand il est en extérieur, une bomber va être repérée par des caméras de surveillance et donc on sait qu'il est blanc, qu'il portait une capuche, qu'il avait une moustache et des lunettes de soleil. On va essayer de faire un croquis et un portrait robot, mais avec ça, on n'est pas très avancé non plus. Théo va se calmer durant 6 ans, jusqu'à l'attaque d'un prof d'informatique de l'université de Yale en 93. On voit vraiment qu'il cible des personnes qui travaillent dans le domaine du développement, du progrès technique, de la recherche, de la technologie, bref, tout ce qui peut contribuer au déclin de notre société selon lui. En 94, on a un communicant du nom de Thomas Mosser qui est tué lors d'une explosion, et en fait, ce que Unabomber lui reprochait, c'est qu'il avait défendu l'image de la compagnie pétrolière Exxon lors de la marée noire de l'Exxon Valdez en 89. C'est un bateau qui a coulé en Alaska et où 37 000 tonnes de pétrole ont été déversées dans la mer. C'est une des plus grosses marées noires des États-Unis. Pas très joli et pas très écolo. On peut comprendre que ça énerve un petit peu Théo. Théo va commencer à communiquer avec les médias pour faire comprendre son mode de fonctionnement et expliquer ses meurtres. Il écrit d'abord une lettre au New York Times où il explique que les lettres FC qu'on a pu retrouver sur des emballages de colis piégés veut dire en fait Freedom Club, donc le club de la liberté, qui est un groupe anarchiste. En 95, il va aussi demander à publier un manifeste, c'est un texte où il explique sa pensée, et il menace de continuer d'envoyer des bombes si on n'accepte pas sa demande. Le FBI et le ministère de la Justice américain vont finir par approuver cette requête, mais ce manifeste va causer sa perte, puisque dans les lettres qui sont publiées, David, le frère de Théodore, est convaincu que les propos ressemblent à ceux que son frangin pouvait tenir en famille. En plus, d'après les enquêteurs, le coupable a été à Chicago et à Salt Lake City parce que les crimes ont lieu dans ces zones, donc ça colle complètement à leur famille qui a vécu là-bas. Morale de cette histoire, n'écrivez jamais de lettres, faites plutôt des SMS. Des centaines d'agents du FBI se positionnent autour de sa cabane pour l'arrêter le 3 avril 1996. Alors on a un peu peur d'une dernière explosion, d'un bouquet final, mais finalement on va pouvoir lui passer les menottes sans aucun problème. À l'intérieur de la cabane, on retrouve 40 000 pages sur la fabrication de bombes. On retrouve aussi un 17e explosif, donc on peut imaginer que Unabomber avait prévu un nouveau passage à l'acte malgré la publication de son manifeste dans les journaux. Un homme sans parole, c'est moche. Ça aura été la chasse à l'homme la plus coûteuse du FBI. 150 personnes étaient mobilisées à plein temps sur cette affaire. 1 million de dollars avait été promis si quelqu'un aidait à sa capture. On ne sait pas si son frère a eu droit au chèque, mais tant qu'à faire, autant se faire plaisir. Il peut raser la cabane et se faire une super villa avec piscine. Un truc bien polluant avec un grand garage pour garer ses 3 SUV. La cabane sera démontée et reconstruite par le FBI pour être exposée dans des musées. C'est quand même plus sympa et plus original de faire un selfie avec la cabane de Unabomber plutôt que de faire un selfie avec les touristes qui font eux-mêmes un selfie devant la Joconde. Et puis cette cabane, en plus, elle peut inspirer et servir de modèle pour de futurs aventuriers. Ça éviterait ce genre de situation. Qu'est-ce que vous auriez en plus dans cette équipe s'il y avait plusieurs garçons? Laurence? Déjà on aura une cabane. Au total, 50 millions de dollars auront été dépensés pour l'enquête et au procès, les avocats vont plaider la démence de leurs clients. Les analyses psychologiques montrent bien que Théo souffre d'une schizophrénie paranoïde, mais qu'en même temps, il a conscience des conséquences de ses actes et donc on estime qu'il en est pleinement responsable. Il sera condamné à la perpétuité et il devra verser 15 millions de dollars aux victimes. Ça fait beaucoup de Koh-Lanta à gagner. Pour récupérer un peu d'argent, la justice va autoriser une vente aux enchères exceptionnelle
avec des objets qui ont été retrouvés chez Théo. Par contre, les livres de recettes et les ingrédients des explosifs n'étaient pas proposés à la vente, par mesure de sécurité. C'est dommage parce que c'est ce qui était le plus intéressant, parce qu'une fois que tu as vendu le lit, les 2 chaises et la gazinière sur le bon coin, il reste plus grand chose. Par contre, c'est très écolo de faire de la seconde main, de donner une seconde vie aux meubles de ce criminel. Il en serait sûrement très content. 800. 900. 100 moins. Dans ses textes, Una Bomber critique l'industrialisation, la déforestation, la destruction de la nature, la violence de l'État. En fait, il estime que notre modèle de société, notre système, nous détruit et ne répond pas à nos besoins. Alors, il le faisait comprendre trop violemment, mais aujourd'hui, on peut se rendre compte qu'il n'avait pas non plus complètement tort, vu qu'on va droit dans le mur à l'heure actuelle. Ses valeurs sont plutôt écologiques et sociales, mais il se dit aussi contre le gauchisme. Désolé Jean-Luc. Nous ne sommes pas des voyous, des bandits, allez faire votre métier de policier! Mais en même temps, il est opposé aux conservateurs de droite qui sont pour le croissance et pour le progrès. Comme disait une grande philosophe, le progrès pour le progrès ne doit pas être encouragé. Durant sa période de crime, Théo aura été malin. Il n'avait pas de contact avec ses victimes, mais il repérait les lieux et il connaissait les adresses. Et il mettait aussi de faux indices dans ses paquets piégés, avec par exemple des cheveux qui ne lui appartenaient pas. Ou encore, il collait des semelles plus petites sous ses chaussures pour que quand il se déplace, on ne retrouve pas ses vraies empreintes et sa vraie pointure de pied. Au moins, il était à fond dans son délire. En 2008, il sort un livre qui compile tous ses textes politiques et des passages seront repris par le terroriste norvégien Anders Behring Breivik qui va perpétrer une tuerie de masse en 2011. On a connu mieux comme descendance. Certains expliqueraient le comportement de Théodore par le fait qu'il a participé à une étude psychologique un peu bizarre quand il était étudiant à Harvard. En fait, on les critiquait, on les insultait, on méprisait des étudiants et on surveillait l'impact sur leur cerveau avec des électrodes. C'est une expérience un peu bizarre, mais encore aujourd'hui, on a des formations et des écoles élitistes qui aiment humilier et mettre la pression à leurs étudiants jusqu'à les faire pleurer. Parce qu'apparemment, c'est comme ça qu'on forme les meilleurs et qu'on forme les élites. Je ne suis pas du tout fan de ce mode d'éducation, de ces profs qui se prennent pour des autres et des formations élitistes en général. Je dis sûrement ça parce que j'ai fait une des moins bonnes écoles de journalisme de France sur le papier parce que j'ai été pris nulle part ailleurs, mais n'empêche que j'ai du boulot après coup. Donc écoutez, je m'en sors pas si mal. Après, c'est sûr que je n'étais pas le meilleur et que je ne présenterai sûrement jamais le 20h de TF1. J'ai dû me résigner à être youtubeur. David, qui avait balancé son frère aux enquêteurs, avait également demandé en contrepartie à préserver son anonymat, mais finalement, si je vous en parle, vous voyez bien que ça n'a pas été respecté. Bon, après Théo, il est à vie derrière les barreaux, donc il ne risque plus grand chose. Dans le doute, il peut toujours surveiller sa boîte aux lettres, au cas où il y aurait une surprise. Apparemment, il se méfie même des cartes postales. On a tenté de lier le parcours d'Una Bomber avec celui du tueur au Zodiac, car ils ont tous les deux vécu quelques années dans la baie de Californie. Ce sont 2 tueurs intelligents qui peuvent en plus coder des messages, mais ça sera surtout une grosse coïncidence. En prison, Théodore va fréquenter un autre terroriste qui est lui aussi très connu, Ramzi Youssef, qui a participé au premier attentat contre les tours jumelles du World Trade Center en 93. Parce que oui, il y a eu une tentative ratée 8 ans avant le 11 septembre 2001. J'en ai fait une vidéo sur mon autre chaîne que je vous mets en description si ça vous intéresse. En 2012, alors qu'il est toujours en prison, Théo va recevoir un questionnaire de Harvard. Vous savez, souvent les universités, elles envoient des formulaires à des anciens élèves pour savoir ce qu'ils deviennent et pour montrer justement que leur super formation, elle permet de réussir dans la vie professionnelle. Autant vous dire que le parcours d'un poseur de bombes n'est pas apparu dans leur newsletter, c'est élémentaire. J'aurais même dû dire newsletter pour faire la rime, comme un bon français qui parle anglais quoi.